Well, hello there. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais profiter du fait que je viens de terminer la saison 3 de You pour vous faire une vidéo réaction à chaud, en réaction donc à cette saison que j'ai trouvée très particulière, mais aussi étonnamment très drôle. Inutile de vous préciser que cette vidéo va être remplie de spoilers, donc si vous n'avez pas envie de savoir absolument tout ce qui va se passer dans la saison 3, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Donc cette saison 3, on commence directement en suivant notre couple de psychopathes favoris qui s'installe dans une suburb, donc qui est une banlieue cossue américaine à la Desperate Housewives. Il est dit dès le premier épisode que le couple choisit d'aller y emménager pour les écoles. Ce qui me fait rire évidemment, étant donné que Henry, donc leur enfant qui devait être une fille et qui finalement s'avère être un petit garçon, vient littéralement de sortir de l'utérus. Ah oui, je vois que vous avez de l'expérience. Je vois que vous avez fait des études brillantes, c'est bien, mais attendez, je remarque que vous avez fait votre école maternelle à Jean de La Fontaine. Vous auriez un portfolio des coloriages que vous faisiez à cette époque? Donc déjà, une première chose que je remarque, c'est que ça tourne très rapidement autour de la zigounette. Joe Goldberg se met à être obsédé par sa voisine Nathalie quelque chose. Et très vite, on commence à se dire « Ah non, pas encore !» Ça va se passer comme les saisons précédentes, et en fait, pas du tout. Les scénaristes nous prennent pas surprise en faisant de Nathalie pas un simple objet de fantasme, mais au contraire, l'investigatrice du flirt. C'est elle qui fait du rentre-dedans à Joe, et qui lui achète une boîte de préservatifs pour blaguer avec ce voisin qu'elle connaît depuis 3 minutes, nous révélant ainsi qu'elle a le même humour que Jean-Marie Bigard. Donc Nathalie offre des préservatifs à Joe, qui était tranquillement sur un parking en train de se secouer la nouille et qui ne demandait rien à personne. Et donc, naturellement, Joe va se dire que Nathalie m'envoie des signaux. Signaux étant, viens chez moi, partager une tartiflette et me défoncer. Puis Nathalie finit par inviter Joe à partager sa tartiflette et ils boivent un verre de chardonnay de manière très langoureuse en se confiant l'un et l'autre sur leur vie qui est absolument abominable dans cette banlieue cossue et se confier sur le fait que leurs partenaires respectifs les étouffent. Nathalie finira même par dire à Joe: fais attention Joe, lorsqu'on vit ici, on finit par arrêter de manger du gluten et à lire sur un Kindle. J'ai un Kindle et c'est très pratique, ok? Nathalie va finir par proposer à Joe de l'emmener dans sa salle de lecture, ce qui me rappelle Christian Grey et sa salle de jeu dans 50 nuances de Grey. Nathalie et Joe finissent par faire des coquineries et étonnamment, c'est Joe qui résistera à l'appel de la foufounette en lui disant: Nathalie, non, je ne peux pas. Je cherche simplement une amie. Lors d'une soirée, Nathalie Tartiflette et Love discutent et apprennent à se connaître un petit peu. Et c'est à cette occasion que Nathalie explique à Love qu'elle est agent immobilier et que si elle le souhaite, elle peut lui présenter un local qui pourrait lui servir pour ouvrir une boulangerie. Ensuite, ce qui me fait tiquer, c'est que le couple se fait très rapidement des amis et que tout le monde semble être intéressé par eux, ce qui me fait fortement penser à Bella dans Twilight, pour qui, rappelez-vous, tout le monde se battait pour être son amie alors qu'elle ne faisait rien d'autre que d'être littéralement là et de respirer. Puis lors de la discussion, Love se met à se douter de quelque chose et en fait, elle commence à comprendre que Nathalie convoite son mari. Que plus tard dans l'épisode, on voit Love appeler Nathalie en lui disant « Nathalie, je suis intéressée pour ouvrir une boulangerie, emmène-moi voir ce local !» Je me suis dit, mais dis donc, elle appelle Nathalie, elle est pas rancunière, elle accepte qu'elle lui montre le local, c'est bien, elle est adulte, elle passe au-dessus, c'est bien. Puis évidemment, ce qui se passe quand on se marie avec une psychopathe arrive, Love tue Nathalie dans le sous-sol, et là je me suis dit, ah ouais, non, finalement, elle est pas si open que ça. Et c'est là que commence véritablement cette saison, car en fait, le duo va enchaîner les meurtres et se couvrir mutuellement, car visiblement, c'est ça le mariage. Et ce duo meurtrier qui embarque leur bébé dans leur péripéties, je trouve que c'est très Michel Fourniret et Monique Olivier vibes. Je dis ça, je dis rien. Parallèlement à tout ça, Joe qui traîne dans une librairie fait la rencontre de Marianne, cette jolie parisienne qui finit par lui proposer un job à la librairie. Pendant ce temps-là, l'agitation et l'inquiétude naissent suite à la disparition de Nathalie, alias la voisine qui voulait partager sa tartiflette avec Joe. On est alors introduit par Marianne au concept de White Woman Syndrome, qui définit la différence de traitement médiatique entre la disparition d'une femme blanche de classe moyenne ou aisée et la disparition d'une femme de couleur.
Et c'est d'ailleurs ce qui me fait bien rire, car lorsqu'on voit que Matthew fait une apparition à la télé alors qu'il est clairement soupçonné, il y a littéralement 3 pelots dehors. Et dans toute cette saison, j'ai pas arrêté de me demander, mais sérieusement, ils sont combien dans ce bled? Ils sont 8? En général, une belle femme blanche de classe supérieure qui disparaît dans des conditions extrêmement mystérieuses dans un quartier résidentiel tranquille, il en faut pas plus pour enflammer les médias, et c'est pas 6 personnes qui se déplacent, c'est des milliers de personnes. Le bébé de Joe et Love tombe malade, et à cette occasion, il y a une vieille référence qui est faite par rapport au Covid et aux antivax, et honnêtement, je comprends pas trop ce que ça fout là. Car voyez-vous, Guile, qui est le voisin du couple, n'a pas fait vacciner ses enfants, et c'est sûrement comme ça que le bébé de Love et de Joe est tombé malade. Explique qu'il a pas envie de faire vacciner ses enfants parce qu'il a simplement pas envie qu'ils soient rattachés à la 5G. Il a pas envie de capter mieux le Bluetooth, ok? Et c'est ce qui valera à Gil d'être assommé à coups de rouleau de pâtisserie par Love. Et c'est là que pour moi les choses partent un petit peu en sucette dans la série. Oui, car Love, qui fait littéralement 1m2, a, je trouve, beaucoup trop de facilité à tuer et à déplacer des corps d'hommes mûrs à travers les escaliers. Et c'est que le début d'une ineptie. Car oui, le pire dans cette saison, c'est que le couple qui est censé être des masterminds du génie criminel, qui butent à tir-larigot sans jamais se faire choper, ont comme idée magique de faire séquestrer un homme dans le dernier endroit où Nathalie Tartiflette a été vue vivante. Quelle idée de génie! En général, ce que fait la police, c'est que lorsqu'une personne disparaît, la première chose qu'ils font, c'est d'aller faire des investigations dans le dernier endroit où elle a été vue vivante. Mais non, Joe et Love, ça les stresse pas. Sois tranquille, ça va, ça se passe bien. Et alors là, c'est là qu'un espèce de gloubi-glouba nous embarque dans une pseudo-histoire de secret de famille, et bon bref, Gil finit par se pendre dans le local à farine. Et là je me suis dit, mais ouais, pourquoi il se pend? Pourquoi le mec il en finit? Parce que son fils est pédophile? Donc il est séquestré par un couple de voisins qui le fait miroiter une possible libération en échange d'un secret, et lui il décide de se pendre. J'ai pas compris honnêtement. Comme ça, soi-disant parce que Gil est un bon gars et qu'il supporte pas que son fils soit pédophile. Non, je suis désolée, clairement c'est le seul élément que les scénaristes ont trouvé pour nous faire avaler que, encore une fois, Monique, Olivier et Michel Fourniret vont... Love et Joe vont encore une fois réussir à fabriquer une histoire de toute pièce pour se dédouaner du meurtre de Nathalie Tartiflette. Puis, Love, qui a tué Nathalie, se rapproche de son beau-fils, car faut pas déconner, c'est suffisamment une connasse pour buter tous ses voisins, mais elle laisse pas un adolescent dans la tourmente. Elle est pas comme ça, Love. Évidemment, cette histoire, ça débouche sur quoi? Sur une histoire de zigounette. Et après, il y a l'épisode complètement lunaire de Joe qui va retrouver ses voisins dans un espèce de camp scout / camp pour les incels, où le but de ce camp, c'est de se reconnecter à sa virilité. Et cette reconnexion à sa masculinité implique de 1. de ne pas porter de t-shirt, de 2. tuer des écureuils, et de 3. de se faire des câlins. L'un des copains a la même coiffure que le gars dans Indochine, et là j'avoue ça m'a vraiment perturbée. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. C'est là que j'ai commencé à me demander si le message sous-jacent de la série, c'était simplement pas que l'amour nous rend aveugles et que le mariage nous rend malheureux. En effet, on constate que les personnages sont toujours attirés par des psychopathes. Et le pire dans cette histoire, c'est le cas de la pauvre Marianne. Ah, Marianne. Ancienne toxico, victime de son ex-mari violent qui s'en met plein les narines et qui l'empêche de voir leur fille, qui subit du revenge porn, qui se bat pour la garde de leur enfant tout en luttant pour ne pas retomber dans ses habitudes autodestructrices. Jusqu'ici, elle s'en sortait plutôt bien, mais ça c'était avant de rencontrer notre amie Joe. Et j'ai pas pu m'empêcher quand elle a commencé à rouler des pelles à Joe à me dire mais non, sortir d'une histoire toxique pour finir par sortir avec un sociopathe. Putain mais quelle vie de merde. Un chemout. Donc ensuite il y a l'épisode du gala à la librairie où il y a à nouveau 6 personnes. Marianne et Love se rencontrent. Donc à titre d'information, Marianne et Joe sont déjà en train de jouer au docteur à ce moment-là. Et Love, qui je le rappelle est une grosse psychopathe et une jalouse, rencontre Marianne et non, pense pas plus que ça, elle se doute de rien, parce que c'est vrai qu'on a tous un boss qui ressemble à ça. Pendant ce temps-là, pendant cette espèce de gala où il y a littéralement 8 invités, évidemment, la copine de Love lui fait du rentre-dedans.
va donc proposer à Love d'organiser une partie de Scrabble entre elle et leurs maris respectifs. C'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, Joe et Love, pour attirer la moitié de la vie dans leur culotte? C'est vraiment les deux plus grands sex symboles de l'histoire ou quoi? Donc Marianne, qui n'a pas d'accent du tout et qui rêve de Somewhere au Sacré-Cœur... Oh, t'as pas d'accent du tout, dis donc. Le couple va inviter leur voisin pour une discussion... coquinette, dans la boulangerie de Love, où il y a à nouveau 0 client. Et à nouveau, je me dis, mais il y a combien de personnes dans cette ville? Il y en a 12 des habitants? On sait à ce moment-là que Matthew, le mari de Nathalie Tartiflette, pour une raison qu'on ignore, que les scénaristes n'ont pas jugé bon de nous expliquer, soupçonne fortement Love et Joe d'être à l'origine de la disparition de sa femme. Parce que l'histoire avec Gil qui se suicide dans le local à farine et tout ça, machin, il n'y a pas cru. Et sur quoi se porte l'attention de Love et Joe à ce moment-là? Alors qu'ils sont au courant que ça chauffe pour eux. Sur un gangbang! Eh ben oui, forcément, parce que tout le monde veut coucher tout le temps avec eux parce qu'ils sont totalement irrésistibles. Et forcément, ça part en cacahuète. La soirée coquine débute, et il y a ce moment où lors d'un échauffement, Joe nous fait un petit bruit de chèvre. Et là on se dit, ils vont les buter tous les deux, n'est-ce pas? Puis il y a à nouveau des scènes de foufounettes et de zigounettes, qui sont vachement longues selon moi et vachement explicites. Alors, je dis pas que c'est pas bien les scènes explicites de sexe. Non, je ne dis pas ça, non. Mais je trouve ça un poil récurrent, un poil long et étonnant étant donné le ton général de la série. Et pour finir, je dirais que très vite, trop vite, j'ai eu envie que Love et Joe meurent dans d'atroces souffrances. J'ai eu littéralement plus de peine lorsque l'écureuil est mort lors du camp scout que lorsque Love est morte. J'avoue ne plus avoir réussi à les supporter très vite et j'avais qu'une envie, c'était qu'ils soient soit tués, soit arrêtés. Et particulièrement Love. Ce qui est d'ailleurs étrange. Serait-ce le résultat d'une misogynie intériorisée qui serait le résultat d'une société patriarcale? Nyeh. Le mot de la fin, donc je voudrais préciser que quand même, You reste une série que j'apprécie. Même si j'ai grincé des dents la moitié du temps où j'ai regardé la série et où franchement il y a des énormités, où clairement ça donne un petit peu l'impression qu'il faut poser son cerveau pour continuer d'apprécier la série, eh bien je voudrais quand même préciser que j'ai adoré la détester, que j'ai adoré la regarder, que j'ai adoré la critiquer, et j'ai adoré faire cette vidéo. Et que vous pouvez être sûr que lorsqu'il va y avoir une saison 4, je vais faire exactement la même chose et que je vais sûrement prendre beaucoup de plaisir et que, en espérant que la saison 4 soit aussi croustillante que celle-ci. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié qu'il y ait de temps en temps un tout petit peu plus de cohérence qui soit apportée au dernier événement. Je trouve ça, de ce point de vue-là, je trouve ça quand même un petit peu décevant, parce que c'est un peu too much, c'est un petit peu stéréotypé. Mais bon, ça reste une série que j'aime beaucoup. Et je voulais préciser ce petit mot de la fin avant de terminer cette vidéo et de vous dire aussi que si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait grandement, croyez-moi. Et voilà, au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère.